Ici la voix de Benjamin Vincent. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans Les Voix de la Tech, épisode 39. Nous sommes le vendredi 16 mai 2025. Les Voix de la Tech, chaque vendredi, c'est l'actu tech décryptée par les voix qui la font. Vous l'aviez peut-être découvert à la tête d'Europe Écologie Les Verts jusqu'en 2022, mais depuis 3 ans, Julien Bayou a repris son activité d'avocat, il a remis sa robe d'audience et il est donc l'un des 3 avocats qui ont embrayé ce mardi sur la plainte déposée mi-février par la Ligue des droits de l'homme. Plainte contre Apple, elle débouche donc sur une action collective face à ce qui est considéré comme des écoutes abusives de Siri, l'assistant vocal. Une procédure équivalente aux États-Unis n'a pour l'instant débouché que sur $20 de dédommagement par appareil concerné. On est loin du remboursement intégral des iPhones et des Macs, entre autres, que réclame Julien Bayou. Il nous dira dans la deuxième partie notamment combien d'utilisateurs de produits Apple ont déjà rejoint cette action en justice en France et ce qu'ils peuvent en espérer. Comment savoir si un message mail qui affiche un nom de domaine dont on est sûr vient bien de l'expéditeur en question ? Tout repose sur l'intégration par les géants de la tech de plusieurs technologies. Ces barrages bloquent les mails frauduleux qui tentent de se faire passer pour des vrais dans le but de nous extorquer de l'argent. Problème, tous les GAFAM ne jouent pas le jeu, d'où l'alerte lancée par Doctolib via Cédric Voisin, son vice-président en charge de la plateforme et de la sécurité. Il sera dans un instant ma première voix de la tech cette semaine pour nous aider à nous protéger de cette campagne de phishing qui s'abrite derrière un mail envoyé par no-reply@doctolib.fr. Auparavant, ce petit rappel, Les Voix de la Tech, chaque vendredi, c'est un podcast que je vous propose en 2 versions. La première, une trentaine de minutes disponible gratuitement sur toutes les plateformes de podcast et en vidéo sur YouTube. La seconde, c'est la version audio intégrale avec les interviews en totalité, uniquement sur Apple Podcast. D'ailleurs, pendant que vous nous écoutez sur la plateforme d'Apple, écrivez un avis, prenez le temps d'apprécier les voix de la tech et de rédiger ne serait-ce que quelques lignes avec des mots bien à vous. Ils donneront envie à d'autres. Et puis mettez une note aux Voix de la Tech, 5 étoiles, ce serait vraiment génial. Merci d'avance de votre soutien, quelle que soit votre version préférée. Un seul conseil, abonnez-vous. Et puis pour m'aider à faire connaître le podcast, 2 options, parlez-en autour de vous et republiez les posts du compte Les Voix de la Tech, que ce soit sur Blue Sky, LinkedIn, Instagram, X et Facebook. Merci d'avance, j'ai besoin de vous. Dans un instant, Cédric Voisin, Doctolib tire la sonnette d'alarme face aux faux messages plus vrais que nature et au laisser-aller de certaines plateformes de mail. Cédric Voisin, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Les Voix de la Tech et merci beaucoup d'être l'une de mes voix de la semaine. Écoute, merci à toi de me recevoir, c'est sympa. Alors vous êtes vice-président de Doctolib, en charge de la plateforme et de la sécurité. On va évidemment parler de Doctolib ensemble, mais si je vous ai envoyé cette invitation, Cédric, c'est pour votre warning, votre alerte, celle que vous avez envoyée sur les réseaux, pour relayer votre inquiétude, alors que les hackers trouvent sans cesse de nouveaux moyens pour tromper notre vigilance à tous. Alors, on est nombreux à vérifier le nom de domaine d'un mail potentiellement douteux qu'on reçoit, encore plus quand il s'agit de Doctolib, parce que là, il est question de notre santé. Et jusqu'à maintenant, c'est vrai, quand on voyait un mail provenir du nom de domaine doctolib.fr, qui est votre nom de domaine, et plus particulièrement de l'adresse no-reply@doctolib.fr, on se disait RAS, tout va bien, c'est Doctolib. C'est plus le cas maintenant ? Alors si, c'est toujours le cas, mais il y a 2-3 trucs qui sont importants de rappeler. Le protocole d'envoi du mail, SMTP, c'est un protocole qui a été écrit, si je dis pas de bêtises, en 1972. Et à l'époque, on se préoccupait pas trop des enjeux de sécurité, et donc il y a toujours cette capacité, de manière assez simple pour des attaquants, de faire ce qu'on appelle forger un email, en passant par des serveurs email qui ne respectent pas la RFC, donc le contexte technique d'utilisation de SMTP.
Et c'est super simple à faire. Moi, je peux envoyer demain via un serveur SMTP qui est mal configuré, une base email que je connais, un email au nom de, je sais pas, présidence de la République @elysée.gouv.fr. Et ça sera super simple. Cédric, est-ce qu'on peut rappeler pour les non-techniciens qui nous écoutent Mhm. ce que c'est que le SMTP? Alors, le SMTP, c'est l'acronyme de Simple Mail Transfer Protocol. C'est le protocole qui a été créé pour envoyer des emails. Et encore une fois, c'est un protocole qui est très vieux. Donc après, l'email s'est vraiment énormément démocratisé avec l'adoption d'Internet. Avant, c'était des systèmes qui étaient assez fermés, plutôt utilisés par la défense ou la recherche. Mais il n'empêche que c'est un protocole qui est très vieux, qui a peu évolué parce qu'il est très utilisé. On a juste rajouté des couches et des couches par-dessus. Et ce qui se passe aujourd'hui, les hackers l'ont compris depuis longtemps que le SMTP, c'était quelque chose qui était facile à abuser. Ouais. Ce dont on s'aperçoit maintenant, c'est qu'en fait, quand vous regardez un peu de manière plus large que juste les emails que vous recevez, il faut corréler ça à d'autres attaques que vous avez pu voir. Bah, on va en prendre une, c'est pas très sympa pour eux, mais bon, c'est quand même la réalité. Free, par exemple, ont perdu un nombre de données personnelles assez conséquent suite à une attaque il y a pas très longtemps. 18 On millions, ré- je crois, Ouais, de clients. alors j'ai pas les chiffres exacts Ouais. en tête, mais plusieurs millions, c'est sûr, voire plusieurs dizaines de millions de lignes. Et en fait, ce que récupèrent les attaquants là-dedans, c'est une base de données qualifiée. Parce qu'ils savent que derrière, bah, si par exemple, toi, tu es client de Free, ils vont récupérer ton nom, ton prénom, ton adresse mail, ils vont savoir qu'elle est juste parce que ça vient de la base de données client de Free, ton IBAN parce que c'est ça qui a fait beaucoup, beaucoup de bruit. Et ensuite, ce qu'ils ont juste à faire, c'est se faire passer pour Free, par exemple, en utilisant un no reply ou facturation@free.fr et en te disant bah voilà, on a une super offre famille pour toi. Si tu souscris, c'est 450 € à l'année. Dépêche-toi, t'as que 3 jours pour le faire. Ils te montrent qu'ils ont ton IBAN, donc vraiment, ils te donnent de l'information qui est qualifiée sur toi, ce qui va probablement Pour nous mettre t'amener en à cliquer confiance, si tu fais pas exactement, si tu fais pas gaffe. faussement. Voilà. Là, l'exemple suppose que les données qui étaient chez Free aient été piratées. A Mhm. priori, c'est pas votre cas. Alors non, c'est pas notre cas, mais tu te doutes bien qu'un service comme Doctolib, il est assez utilisé en France. Donc on a une grosse partie de la population française qui a un compte chez nous. Mais les comptes qui sont sur notre site Doctolib sont aussi des comptes qui sont sur d'autres sites qui se sont fait malheureusement pirater. Donc nous, je te confirme que c'est pas le cas parce que sinon on aurait dû le déclarer. Enfin, on a des obligations. Donc dans tous les cas, on peut pas passer ça sous silence. Donc nous, c'est certain, on n'a pas eu de fuite avérée. Euh, En revanche, ce que font la plupart des gens dont c'est pas le métier ou qui ont peu de connaissances du digital, c'est qu'ils vont utiliser les mêmes informations pour se connecter sur plusieurs sites différents. T'imagines, moi j'ai une adresse, je sais pas, cédric.voisin à google.com. Bah, pourquoi je l'utiliserais pas sur mon site Free si je suis abonné Free, sur Doctolib, sur la CPM, sur tout ce que tu peux imaginer. Il suffit qu'il y en ait un dans la chaîne qui se soit fait attaquer et que mon adresse email soit sortie. Bah après, c'est pas très compliqué d'essayer de m'envoyer des emails. Ouais, c'est combien de clients, combien de comptes aujourd'hui Doctolib? En Europe, on est à pas loin de 100 millions de comptes clients maintenant. Donc Oui, sur donc France, Allemagne, Italie et les Pays-Bas. Hmm. Ouais, donc ça dépasse l'enjeu purement français, Oui, bah oui, oui, carrément. On a pour le coup beaucoup d'informations dont il faut s'assurer qu'on les protège bien. bien sûr. Alors, on a compris le principe et un peu la vétusté du système d'envoi des mails. Mhm. Maintenant, il y a plusieurs technologies qui permettent d'authentifier les domaines utilisés pour l'envoi de messages email. Le premier protocole qui a été ratifié, je crois que ça a été par AOL. Donc pour les très très vieux, America Online, c'était un fournisseur d'accès Internet il y a plus de 20 ans maintenant en tout cas, qu'on voyait, on recevait des CD dans les boîtes aux lettres. Et donc, eux, ce qu'ils ont créé, c'est, encore une fois, je fais ça de mémoire, un protocole qui s'appelle SPF. C'est l'acronyme de Sender Policy Framework. Et en fait, ça permet de simplement rajouter une ligne dans la configuration des noms de domaine qui va viser à dire
ben, j'autorise la liste des serveurs suivants à envoyer des emails au nom de Doctolib.fr, par exemple. Donc ça, c'est le premier truc à faire, et c'est assez vieux hein, comme technologie. C'est vraiment un truc assez simple à mettre en œuvre. C'est une ligne dans un fichier de conf. Bon, il faut bien l'écrire. Mais voilà, c'est vraiment au-delà de la configuration basique du serveur pour envoyer des emails, c'est un truc assez simple à faire. Et encore aujourd'hui, tous les domaines de messagerie ne le mettent pas en œuvre. Ouais, c'est une norme, hein, si j'ai bien compris, qui teste l'identité du domaine et qui compare les adresses IP utilisées pour l'envoi avec celles qui sont enregistrées au niveau du serveur de nom de domaine, donc dans votre cas de Doctolib, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. En gros, tu vas dire, je sais pas, trouver une bonne analogie. Bah, par exemple, quand tu loues une voiture, tu vas chez le loueur de voiture et on te demande sur le contrat de dire quels vont être les conducteurs autorisés à conduire le véhicule. Bah, SPF, c'est exactement ça pour les mails. Tu sais que la voiture, c'est les emails, enfin, c'est le serveur d'email, et tu vas lister la liste vraiment des conducteurs, et donc, pour le coup, dans le cas de l'email, des serveurs autorisés à envoyer des emails en tant que. Et donc, du coup, des marques, c'est une surcouche à ça, parce que du coup, ça a été mis au-dessus de SPF, c'est-à-dire que ça nécessite quand même le déploiement préalable de SPF et de DKIM. DKIM qui est un mécanisme de signature, donc avec des Domain clés. Keys Identified Mail. Exactement. Et donc, une fois que tu as le couple SPF et DKIM, là, tu peux déclarer une politique des marques. Alors encore une fois, je ne suis pas le super spécialiste de ça parce que j'ai des gens dans mon équipe qui sont bien bien plus au fait que moi sur ces sujets-là. Mais globalement, c'est comme ça que ça marche. Donc vraiment la base, SPF, obligatoire. Avant, il y a même d'autres choses à faire avant, mais restons sur ce sujet-là. Ensuite, DKIM pour dire, voilà, les clés qu'on a publiées, c'est celles-ci. Et ensuite, on met une politique des marques par-dessus. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez encore aller un cran plus loin. Il y a quelque chose, alors je crois que c'est Google qui a poussé ça en premier, qui s'appelle BIMI. BIMI. Et BIMI, en gros, c'est pareil, c'est un certificat un peu spécifique qu'on applique sur nos serveurs email et qui va vous afficher dans la boîte aux lettres un logo qui est signé. Donc en fait, vous allez voir le D de Doctolib ou le G de Google ou voilà. Le problème, c'est que tous les serveurs à qui vous allez envoyer des emails ne supportent pas forcément ces protocoles. C'est l'un des problèmes que vous soulevez dans votre alerte, Cédric, c'est que, y compris parmi les plus grands, hein, ceux qui sont les plus utilisés, bah, l'application de ces normes de vérification, elle est plus ou moins bien faite et les messages ne sont pas systématiquement bloqués. Alors en fait, la problématique qu'on a, c'est surtout que la sécurité de l'email n'est aussi forte que celle que du plus faible maillon de la chaîne. Euh, donc, nous, on croit beaucoup à ça et on fait des travaux parce qu'encore une fois, on envoie énormément de mails, des rappels de rendez-vous et on veut s'assurer que ce qu'on envoie va être le moins usurpé possible. Zéro usurpation, ça n'arrivera jamais, hein. Les banques sont victimes de ça, hein. Vraiment, tant que toute l'industrie, quand je parle d'industrie, c'est tous les gens qui utilisent des domaines de messagerie à titre professionnel et ou qui en font le commerce n'ont pas atteint l'état de l'art de la configuration d'un serveur d'email, on sera toujours au même point ou au même niveau d'ennui avec les campagnes de fichiers. Mais comment est-ce qu'on peut euh, justifier qu'un Microsoft soit pas au niveau de ces technologies? Alors en fait, je ne sais pas comment on peut le justifier, mais on peut l'expliquer. Microsoft, ils ont une volumétrie d'email qui est juste gigantesque. On va rappeler que c'est Outlook, Oui, enfin, c'est pas que notamment. Outlook, hein. Ils ont C'est Hotmail. d'autres marques, ouais, Ouais. exactement. Euh, eux, je pense qu'ils sont confrontés à un problème qu'on pourrait qualifier de rétrocompatibilité. C'est-à-dire qu'ils doivent encore maintenir des systèmes qui ne sont pas capables d'utiliser les dernières technologies d'email. Mais c'est vrai pour Microsoft, je pense que c'est vrai pour d'autres structures. Euh, Typiquement, Google a moins ce problème-là parce qu'ils ont des systèmes qui sont un peu moins obsolètes que ceux que Microsoft serait amené à maintenir. Mais il y a plein de cas qu'on peut citer. Beaucoup de gens utilisent Windows. Il y a plusieurs versions de Windows.
Microsoft propose quand même, pour ceux qui le savent pas, des supports très, très étendus pour des versions de Windows qui sont dépréciées depuis très longtemps. Mmh. Vous pouvez trouver encore certains systèmes embarqués qui tournent sur du Windows XP et donc du coup, pour continuer à faire fonctionner ça et continuer à supporter ces systèmes d'exploitation qui sont sous licence payés par des compagnies, il y a un besoin de rétrocompatibilité qui pourrait expliquer pourquoi ils sont, un peu à la bourre sur certains sujets. Mmh. Je sais pas si c'est la vraie explication, mais ça Ouais. reste assez plausible, je pense. Mais par exemple, c'est vrai que vous citiez, Google et on a parlé tout à l'heure de DKIM, Ouais. c'est une norme, qu'on doit historiquement à Yahoo et à Cisco Mmh. et qui aujourd'hui est utilisée notamment par Google dans Gmail. Donc, est-ce qu'on peut dire que Google, quelque part, est plus à jour, plus Alors moderne dans je pense qu'ils sont plus à jour et ils ont même, ouais, un truc qui est assez appréciable chez Google, en dehors de tous les procès d'intention qu'on pourrait leur faire, c'est ils ont toujours été leaders d'opinion et ils ont toujours poussé l'industrie à vraiment faire des progrès très conséquents sur la sécurité. Ils ont été les premiers à faire du full disclosure sur des failles de sécurité dans des systèmes, propriétaires. Donc ça, c'est le projet zéro de Google. Ils ont été les premiers à imposer, la barre verte ou la barre rouge dans vos navigateurs quand il y avait pas de certificat HTTPS, sur des sites web. Donc voilà, ils ont vraiment cette capacité, au regard du trafic qu'ils génèrent, à faire bouger l'industrie vers des standards, beaucoup plus élevés que ceux, auxquels on était confrontés par le passé. Je pense que c'est surtout pour ça qu'eux, ils sont à un niveau, qui est assez élevé, bon sur la partie mail, c'est certain, mais ils sont très, très bons dans plein d'autres domaines en sécurité et voilà, on pourrait parler de crypto quantique, on peut parler de plein de trucs, mais mais Cédric, l'internaute, il est, un peu à la merci de ce qui passe à travers, les mailles du filet. Donc si un faux mail envoyé par l'adresse, no-reply@doctolib.fr arrive dans, son logiciel de messagerie, qu'est-ce qui se passe? alors, moi je suis un fervent supporter de, apprendre des choses au quotidien. C'est vachement bien, on se couche tous les soirs moins bête et donc du coup, il y a une partie qui est très liée à l'éducation. Alors c'était aussi le sens de mon message, hein, c'était pas pour attaquer l'industrie, c'était de dire: «Si on veut collectivement remonter le niveau, il faut que collectivement on fasse l'effort d'aller adopter des standards de sécurité plus élevés». Bon ça, c'est, le message à destination de l'industrie. Le message à destination des particuliers ou que je pourrais passer à mes Ouais. parents ou à mes amis qui connaissent pas du tout le sujet, c'est, ça ne vous viendrait pas à l'idée de donner les clés de votre maison à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Même si, il prétend être moi. Ce que vous allez faire, c'est soit essayer de le voir, de visu et dire: «Ah oui, effectivement, c'est bien Cédric, qui demande les clés de ma maison, je le connais, je vais lui faire confiance». Donc ça, c'est vérifier l'identité de la personne avec qui vous pensez discuter, mais par un autre canal que par celui par lequel vous avez été contacté. Donc si jamais vous avez un doute, nous, on a mis en place, un moyen simple pour vous de déclarer une suspicion de mail frauduleux. Donc vous verrez, vous pouvez aller vous balader sur notre site, il y a un petit encart. On va vous expliquer et c'est pour ça que je dis que je crois beaucoup aussi à la sensibilisation. Il faut que les gens comprennent, que c'est un peu facile de se faire passer pour quelqu'un, si on n'est pas vigilant. C'est pas donné à tout le monde d'aller lire un en-tête, d'email et de comprendre, ce qu'est un message SMTP, d'aller regarder, dans le domaine si, et cetera et cetera. Donc On est d'accord, c'est au logiciel de messagerie de faire ce boulot-là de filtrage? alors oui, mais le problème, c'est que s'ils n'implémentent pas les protocoles dont on a parlé avant, en fait, ils vont, ignorer la surcouche de sécurité. Parce qu'ils savent pas la traiter. C'est pas qu'ils veulent pas la traiter, c'est que leur configuration ne leur permet pas d'interpréter la configuration. Et donc du coup, ils vont, c'est un peu la beauté et la complexité de certains protocoles anciens, c'est que si vous n'êtes pas capable de gérer le dernier niveau, donc le plus élevé, vous allez faire un fallback sur les niveaux précédents avec lequel votre serveur ou votre client de messagerie va être compatible. Mais alors si on est utilisateur particulier, Cédric, si on Mmh. reçoit, un faux mail, no-reply@doctolib.fr, comment on fait la différence entre un vrai et un faux? Alors pour nous, c'est assez simple. Vous avez même pas besoin de savoir si c'est un vrai ou si c'est un faux. En Doctolib, on ne vous envoie des emails que pour faire du rappel de rendez-vous ou pour vous confirmer un rendez-vous. Un moyen pour vous d'aller vérifier, c'est avant de cliquer sur l'email, déjà c'est un truc vraiment important, si vous avez dans le doute, il y a pas de doute, faut pas cliquer.
Vous allez voir sur l'appli, vous regardez s'il y a quelque chose qui correspond au message que vous avez reçu, et si c'est pas le cas, foutez le mail à la poubelle. Ou alors vous nous l'envoyez via une adresse qui s'appelle phishing@doctolib.com et nous, on vous répondra. On a aussi configuré les adresses classiques que vous pouvez retrouver sur n'importe quel système, qui sont des trucs standards de la RFC, notamment ce qu'on appelle les abuse et les postmasters. Donc, c'est des adresses mail qui sont valides normalement, si les gens ont bien fait leur boulot, sur tous les domaines de messagerie du monde. Et derrière, il y a les administrateurs des systèmes de messagerie qui sont censés vous répondre, hein. Voilà. Donc ça, nous, on le fait. Est-ce que vous êtes très ciblé, Cédric, chez Doctolib par les hackers? Je sais pas si on est plus ciblé qu'un autre. Évidemment, on a des gens qui viennent essayer de générer du trafic automatique sur nos plateformes, de faire des bêtises, voilà. Et on a aussi en propre nos propres hackers, entre guillemets. Donc on a une équipe interne dont le seul métier ils sont dans mon département, c'est de péter tout ce qu'ils ont envie de péter. Ça, c'est assez drôle. Et Ça, puis, c'est précieux, ça. bah, en fait, c'est précieux parce que l'attaquant pense jamais comme le défenseur. Le défenseur va se dire: «Ouais, j'ai mis des trucs là, 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 là», et puis en fait, l'attaquant va dire: «Ah oui, mais pouc!» Vous avez peut-être déjà vu ça, sur, ça il y avait un mème qui tournait sur le net où on voyait, bah, justement un ciseau avec un gilet pare-balles, en face de lui quelqu'un avec un pistolet et l'autre il était comme ça, pensant qu'on allait lui tirer dans le torse, et le mec lui tire dans le genou. Bah, voilà, c'est un peu ça le principe d'avoir des attaquants, en interne. On leur laisse le mandat de faire vraiment ce qu'ils veulent. Il y a pas de limite de temps, il y a pas de limite d'accès. Ils ont le droit de tout péter, et nous, on est obligés évidemment de corriger, et on a le même système, rémunéré. Donc c'est, ce qu'on appelle un programme de bug bounty, où en gros, là, on a une communauté de hackers éthiques qu'on va rémunérer en fonction de la sévérité de la faille qu'ils ont trouvée. Alors nous, on a un petit programme de bug bounty, parce qu'aujourd'hui, la reward maxi qu'on offre sans bonus, c'est 50 000 €. Elle peut être doublée, je crois, jusqu'à 100 000, si vraiment il y a un scénario catastrophe. Vous regardez Apple, ils ont ça aussi. Eux, vous faites un accès distant sur leur dernier iOS, c'est 1 million d'euros. 1 million de dollars, pour être précis. Mais ça marche bien. Pour le coup, c'est assez motivant. Donc, il y a des gens qui passent vraiment du temps à essayer de stresser nos systèmes d'un point de vue sécurité, ouais. Qu'est-ce qui a fait que vous avez déclenché, alors je vais pas dire cette alerte parce que ce mot est un peu fort, mais en tout cas que vous avez, voulu, faire un petit rappel des bonnes pratiques, avec les mails? Est-ce qu'il y a eu une recrudescence, de messages qui utilisent cette adresse, En fait, équivalente à la vôtre? ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu une assez forte augmentation des signalements. Et donc, du coup, bah, en regardant ça, on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait des domaines qui usurpaient le no reply at Doctolib. Et bah, on s'est dit que c'était une bonne idée que de communiquer, bah, déjà à nos utilisateurs: «Faites attention, il y a des campagnes de mails frauduleux», comme le font les banques, hein, pour le coup. Et après, bah, en allant un peu plus loin, c'est plutôt un appel à la communauté de dire, bah, voilà, nous, on pense avoir fait les trucs bien, faites-en autant, parce que encore une fois, on sera aussi bon que le plus faible d'entre nous, quoi. Alors autre, sujet, qui vous concerne, Cédric Voisin, chez Doctolib, c'est ces faux SMS, qui font miroiter, un remboursement complémentaire en attente de 23 €, n'est-ce pas? Mmh. Destiné à nous hameçonner, à nous voler nos données bancaires. C'est quoi l'ampleur de cette campagne de phishing, et quel est le procédé qui est utilisé? Bah, alors sur les SMS, c'est un peu plus compliqué que sur, l'email, parce que malheureusement, on n'a pas autant de protection. Hem, donc premier truc à retenir, nous, on rembourse personne. Le patient ne nous donne jamais d'argent. C'est pas notre business model, c'est les praticiens qui, souscrivent à notre logiciel pour les besoins de leur cabinet, et les gens qui vont vous rembourser, c'est que la caisse primaire d'assurance maladie en France. Donc un SMS de Doctolib qui vous dit: «On va vous donner de l'argent», c'est sûr, c'est une arnaque, et c'est sûr, sûr, sûr. Après, en France, il y a un organisme qui s'appelle l'Arcep, qui gère les tranches de numéros de téléphone assignées à des sociétés privées. Nous, on a une tranche de numéros qu'on a acheté, qui est validée, et donc normalement, quand vous recevez un SMS de Doctolib, vous ne voyez pas un numéro, je sais pas, je dis une bêtise, 39 016, vous voyez Doctolib. Bon, bah, ça, c'est
ça vous permet de vous dire qu'effectivement, ce que vous avez reçu de la part de pseudo Doctolib, c'est un peu foireux. Et S'il n'y a après, pas marqué pareil, Doctolib, c'est pas vous. en France, ouais, alors, par contre, si vous n'avez pas d'abonnement français ou que l'opérateur que vous utilisez ne regarde pas ce qui se passe sur l'ARCEP, vous aurez peut-être un numéro. Normalement, si c'est bien fait, sur les très grands opérateurs français, vous allez avoir écrit Doctolib comme étant l'émetteur de votre message. Cédric Voisin, chez Doctolib, vous avez une déontologie, vous affirmez ne pas être propriétaire des données personnelles de vos utilisateurs. Oui. Vous dites agir uniquement en tant que gardien de ces informations qui sont destinées uniquement aux patients et aux professionnels de santé. Quel regard est-ce que vous portez, et je sors un peu du sujet purement Doctolib, mais quel regard vous portez sur ce qu'on peut qualifier d'appropriation par défaut des données personnelles des utilisateurs pour alimenter les IA par certains géants de la tech, utilisateurs qui n'ont que quelques jours, qui n'ont plus que quelques jours en ce mois de mai, dans un cas bien précis, pour concrétiser leur opposition à l'utilisation de ces données. Ça vous inspire quoi? Alors, il n'y a pas d'appropriation par défaut. C'est un manque de culture digitale de la population. Et c'est important de le dire parce que ça sert à rien d'ostraciser les géants de la tech. Les géants de la tech, ils jouent avec les règles et ils jouent by the book, comme on dit en anglais. Si vous ne connaissez pas les règles et que vous ne lisez pas ce à quoi vous vous exposez et que vous cochez toutes les cases sans avoir pris le temps de lire, c'est comme si vous avez signé un prêt à la banque qui vous engage à le rembourser 10 fois. Il y a plein de trucs très faciles auxquels on ne pense pas. Ouais. Honnêtement, vous êtes tous déjà inscrits sur un site où on vous a demandé votre date de naissance. Pourquoi vous mettez la vraie? En 1er janvier 1900, ça marche, hein, et votre compte il va être créé. Hein. Pourquoi vous utilisez l'adresse mail qui est l'adresse mail que vous utilisez pour votre correspondance avec les impôts? Pourquoi vous donnez votre vraie adresse physique? Et en fait, c'est ça le problème. Encore une fois, c'est pas les sociétés ne font que jouer avec le cadre juridique, mais c'est vrai dans plein d'autres domaines. C'est pas vrai que dans le digital. Mais il y a un côté super naïf des utilisateurs. On est vraiment, et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas l'expliquer. On est extrêmement précis sur la qualité de la donnée qu'on donne aux sociétés digitales. Et je n'ai pas d'explication. Vraiment, je ne sais pas. Bon, bah, merci beaucoup Cédric Voisin d'avoir fait un bon gros point avec nous sur les bonnes pratiques et les règles de base à respecter pour pas avoir de problème avec ces faux mails et ces faux SMS. Merci d'avoir été l'une de mes voix de la tech cette semaine et à bientôt Cédric. Eh ben, merci à vous, à bientôt. Julien Bayou, ex-Europe Écologie Les Verts, l'un des 3 avocats au front dans l'action collective contre Apple autour des écoutes abusives de Siri en France, va me rejoindre dans un instant. Juste le temps de partager avec vous la belle nouvelle de la nomination de Fidji Simo, 39 ans, en tant que CEO en charge des applications chez OpenAI et donc en tant que numéro 2 de l'éditeur de ChatGPT. La CEO d'Instacart avait déjà sa place au board de Shopify. La voici propulsée aux côtés de Sam Altman, elle, la fille de pêcheur de Seth. Au début de l'année, elle avait fait visiter sa ville natale dans l'Hérault à Emily Chang de Bloomberg. Et dans cet extrait, Fidji Simo expliquait ainsi son parcours exceptionnel. I worked super hard. I mean, I literally didn't sleep for 2 years to get into the best possible school. A lot of people were going into finance at the time, but technology was so appealing to me because of this idea of being able to impact people's lives and be in an industry that's constantly changing, where you constantly have to adapt, and that's how I decided to go to eBay. When did you first hear about Facebook and Mark Zuckerberg? You know, so I was at eBay and everybody was starting to talk about these like companies that were starting to take off. The first time I applied at Facebook, they actually told me, absolutely not, we do not need strategy people, we have Mark Zuckerberg to do strategy. I spent an entire weekend basically creating a new product from scratch and marketing it, and I sent that to the recruiters, and the team was pretty impressed that I, you know, out of the blue had created an entire product, and that's how I got in. I mean, you became one of the most powerful people at Facebook. Did that also require not sleeping for several years? Like, how did you do that? I think it required taking risks, and
And, the thing that really accelerated my career at Facebook was Mark asking me to lead the team that was in charge of monetizing mobile at a time where no one thought we could monetize mobile. And, at the time it was a huge risk because if I failed, that would have had a very big impact on the company. But if you succeed, it also changes the trajectory of your career. And I kind of did that over and over again. Fidji Simo, en anglais, qui était déjà considérée comme la française la plus puissante de la Silicon Valley, après ses débuts chez eBay et ses 10 ans chez Facebook, est annoncée à Vivatech 2025 qui aura lieu du 11 au 14 juin, porte de Versailles à Paris. Google I/O 2025, la conférence annuelle dédiée aux développeurs dans l'écosystème Google. Rendez-vous est pris pour mardi et mercredi à Mountain View, tout près du siège de l'entreprise dans la Silicon Valley. Mais Google n'a pas attendu pour effectuer une première série d'annonces autour d'Android 16. C'était ce mardi 13 mai, The Android Show I/O Edition. Déjà 37 millions de vues sur YouTube en 48 heures. En 1 minute, le best-of avec Dieter Bohn d'Android. First, we unveiled a fresh new design system coming to phones and watches. We call it Material 3 Expressive, the biggest evolution of our design language in years. Then we demoed the latest Gemini breakthroughs. I can switch to sharing with my camera, and I can get some tips from Gemini. Okay, well, I don't even know what I'm looking at. What does this makeup do? The sponge is for blending, the bottle is foundation for your skin tone, and the small jar is concealer for blemishes or dark circles. And how we're bringing Gemini to the rest of your Android devices. We're bringing personalized smart help wherever you are, on whatever Android device you're using. All while keeping your devices safe and secure. Starting today, I can check Find Hub to see if my loved ones got home safe and share my location during a night out in a single unified space. Gros accent donc sur la sécurité puisqu'un smartphone Android volé, même réinitialisé, restera inutilisable. Pour la suite des annonces Google, rendez-vous mardi à partir de 19h heure de Paris pour la keynote de Google I/O 2025. 3 ans qu'on l'attendait, la nouvelle version de CarPlay, cette interface embarquée dans les voitures qui sert d'affichage et de contrôleur pour votre iPhone. 3 ans qu'on bavait devant cette unique image d'un tableau de bord qui faisait tellement envie. La patience récompense ceux qui en ont les moyens, puisque c'est sur les nouvelles Aston Martin vendues aux États-Unis et au Canada uniquement que CarPlay Ultra, c'est son nom, est déployé en premier à partir de ce 15 mai 2025. Mais d'autres marques vont suivre, dont Kia, Hyundai et Genesis. Chaque constructeur bénéficiera de son propre design. Aucune mention d'une marque française pour l'instant. Et puis, Sir Johnny Ive était l'un des invités vedettes il y a 8 jours des conférences Stripe Sessions 2025 à San Francisco, au Moscone Center, ce bâtiment qui a abrité pendant des années les keynotes Apple avec Steve Jobs à l'époque des Macworld Expo. Le designer de l'iMac, de l'iPod et de l'Apple Watch a notamment parlé de sa responsabilité dans ces produits tech qui ont changé nos vies et aussi bouleversé nos sociétés, pas que pour le bien. Il ne le citera pas, mais dans la salle, tout le monde pense évidemment à l'iPhone. Un moment d'introspection, presque un cas de conscience, Johnny Ive. There's probably not anything that I can be more preoccupied or bothered by than what you've just described. I think when you're innovating, of course, there will be unintended consequences. You hope that the majority will be pleasant surprises. Certain products that I've been very, very involved with, I think there were some unintended consequences that were far from pleasant. My issue is that even though there was no intention, I think there still needs to be responsibility. And that weighs on me, as you know, heavily. When you have a big technological change, it impacts society. And I think what's been very challenging is we are moving so fast. The discussion comes far too late. And there can't be, unless there is, the thing that I find encouraging about AI is it's very rare for there to be a discussion about AI and
there not to be the appropriate concerns about safety. And so, yeah, I think the rate of change is dangerous. I think even if you're innocent in your intention, I think if you're involved in something that has poor consequences, you need to own it. And that ownership personally has driven a lot of what I've been working on that I can't talk about at the moment, but look forward to being able to talk about at some point in the future. Jony Ive, le 8 mai dernier à San Francisco, avec cette allusion donc à ce produit, cet appareil sur lequel il travaille pour OpenAI dans le plus grand secret depuis plusieurs mois. Peut-être un contre-pied à ce qu'a apporté l'iPhone de bon et de moins bon depuis 2007. En tout cas, on l'espère. Dans un instant, Apple encore, mais en France cette fois, visé par une action collective à cause des oreilles indiscrètes de Siri. Vous avez connu Julien Bayou en tant que patron d'Europe Écologie Les Verts. Le voici de retour avec sa robe d'avocat. Il est l'un des 3 avocats à coordonner ce recours depuis mardi. Il me rejoint dans une poignée de secondes. Julien Bayou, bonjour. Bonjour. Le grand public vous connaît surtout en tant que responsable politique. Vous avez été le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts de 2019 à 2022, député de Paris, conseiller régional d'Île-de-France pendant 12 ans. Mais aujourd'hui, c'est en tant qu'avocat que j'ai le plaisir de vous accueillir dans les Voix de la Tech. Et merci d'avoir accepté d'être l'une de ces voix cette semaine d'ailleurs. Merci à vous, merci pour l'invitation. Content de pouvoir revenir plus en détail sur cette mobilisation collective. Eh bien justement, vous êtes donc l'un des avocats en charge du recours contre Apple à propos de Siri et d'écoutes que vous considérez comme abusives. On va y revenir. Après le dépôt d'une plainte par la Ligue des droits de l'homme, c'était le 13 février, pour violation de la vie privée, traitement illicite des données personnelles, pratiques commerciales trompeuses. Après des révélations du Monde et de la cellule investigation de Radio France sur la base de déclarations d'un lanceur d'alerte, un certain Thomas Le Boniec, qui a travaillé pour un sous-traitant d'Apple en Irlande à partir de 2019. Alors, on va évidemment revenir dans le détail sur ce que vous reprochez à Apple, mais 2019, c'est déjà une vieille histoire. C'était même avant ChatGPT. Oui, c'était même avant le Covid. C'est la préhistoire. Ouais. C'est la préhistoire. Qu'est-ce qui fait que cette plainte est déposée en 2025 et pourquoi ça a pris 6 ans? Alors, c'est une bonne question parce que moi j'ai rencontré Thomas Le Boniec récemment, donc le lanceur d'alerte dont vous parliez. Moi j'ai été passé un peu à travers en tant que député et pourtant je m'intéressais évidemment à ces questions de données personnelles. Et quand je l'ai rencontré parce que l'affaire a rebondi aux États-Unis. En janvier 2025, finalement, Apple n'a pas vraiment reconnu la situation, ça serait erroné de dire ça, mais a accepté un dédommagement pour ses consommateurs. Apple a proposé environ 100 millions de dollars et $20 par appareil, jusqu'à 5 appareils. Moi, ça m'a vraiment interpellé parce que bon, ça ne veut pas reconnaissance de culpabilité ni en droit français ni en droit américain. Mais enfin, c'est un vrai gros bouger par rapport à ce qu'on avait pu entendre, où il nie en bloc, ceux qui disaient il y a des violations RGPD, il y a des écoutes abusives, etc. C'est quasiment des complotistes, etc. Et tout ça part en fait de Thomas Le Boniec, lanceur d'alerte courageux, qui est en fait un petit Frenchie en Irlande, j'en ai discuté avec lui, c'est quand même vraiment un tournant de vie pour lui, parce qu'il est juste étudiant au job alimentaire, et il vérifie les retranscriptions de Siri en français. Il en fait 1300 par jour qu'il voit passer comme ça, et il se rend compte que dans le lot, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas dit Siri. Enfin, elles n'ont pas dit Siri, plus exactement, qui n'ont pas activé volontairement Siri pour mettre la musique qu'ils voulaient. Mais il se retrouve à vérifier des transcriptions, comme on pourrait avoir vous et moi là actuellement, où un médecin et ses patients, un avocat et ses clients, un gendarme, un instit, des gens qui s'engueulent, des gens qui font l'amour, des gens qui parlent de leur santé. Donc c'est extrêmement préoccupant. Et là, c'est vrai que j'ai regardé ce qu'il avait fait. Il a vraiment tenté d'alerter de partout jusqu'à la Commission européenne et silence radio. Et donc c'est quand ça rebondit aux États-Unis finalement d'une alerte française en Irlande, traverse l'Atlantique jusqu'en Californie et en janvier que finalement on peut s'en ressaisir à nouveau.
et que la Ligue des droits de l'homme s'en saisit, mais vraiment sur la base, y compris du timing de la plainte en Californie. En février, donc, on attendait le verdict du juge californien qui a décidé de se donner un peu plus de temps. De ce que je comprends, 20 $ par appareil et quasi 100 millions de dollars, c'est trop peu. Et donc, il s'est donné un peu de temps pour valider ou non l'accord. Désormais, on parle du mois d'août. Et c'est vrai que quelques dollars pour un appareil qui en vaut 800, 900 ou 1000 et quelques dizaines de millions de dollars pour une firme qui fait ça chaque heure, c'est peu, évidemment, comme indemnisation. Mais enfin, reste la question, pourquoi est-ce que les consommateurs US ont droit d'une éventuelle indemnisation et pas les consommateurs français? Et donc, c'est pour ça que nous avons lancé cette demande d'indemnisation. Bon, il y a plein de sujets à décortiquer dans ce que vous avez déjà dit, Julien Bayou. D'abord, vous dites, ce lanceur d'alerte, il vérifie les retranscriptions de Siri. Finalement, est-ce qu'il ne fait pas simplement du contrôle qualité sans s'intéresser à ce que disent les gens, juste en faisant un rapprochement entre ce que les gens disent et ce que la technologie comprend? Oui, bien sûr, on pourrait... Ça serait le contenu de sa mission, peut-être, vous voyez. Il expliquait par ailleurs qu'une autre équipe était chargée de vérifier les données, les tags, les données géographiques qui peuvent aller avec ces enregistrements. Bon. Mais ça, à la limite, ça ne concerne pas tellement le juriste. Moi, en entendant une personne m'expliquer ça, je constate que des enregistrements sont faits alors que les gens ne sont pas conscients qu'ils sont enregistrés, qui sont conservés, qui sont transmis. Vous êtes sûr de ça? Si lui se retrouve, alors qu'il est salarié, non pas d'Apple, mais d'un prestataire, c'est bien que les données ont été d'un téléphone ou d'un iPad de Monsieur X à Périgueux, jusqu'en Irlande, dans une autre entité qu'Apple. Vous voyez, peu importe finalement ce qui en est fait, c'est une atteinte claire et nette au RGPD. Vraiment, c'est pas compliqué. Oui. Thomas Leboniec travaille pour un sous-traitant qui s'appelle Globe Technical Services. Et la personne qui avait son iPad à Périgueux a jamais souscrit pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que quand bien même ça ne serait que ça, parce que j'imagine, on va y venir, il y a beaucoup de discussions sur est-ce que ça sert au profilage publicitaire. Sous-entendu, on va parler de Flamby aujourd'hui, et demain, je vais avoir une pub pour le Flamby demain. Je sais que ça anime beaucoup dans la communauté geek. Si tu penses ça, t'es complotiste, tu fais des illusions et ça serait pas ça le vrai sujet, et c'était pour entraîner Siri, etc. Mais si on s'en tient même à la question de entraîner Siri avec ces données, la personne à Périgueux n'a pas consenti pour ça. C'est un vrai problème. Ça doit se faire de manière consentie, non pas cachée. C'est ça le problème pour vous? C'est un premier problème. Le problème, c'est ça? Non, c'est un premier problème. Ah, ça n'est qu'un des problèmes. Et oui. Ok. Et il n'a pas consenti non plus pour que ça soit transmis en dehors d'Apple. Et là encore, il faut une validation, un consentement. Donc, je crois vraiment qu'il faut une réponse là-dessus. On peut légitimement s'inquiéter sur l'usage qui est fait des données. Et à en croire et Thomas Leboniec et la Ligue des droits de l'homme, ce n'étaient pas des enregistrements intempestifs, involontaires. Comme on peut bien comprendre que si on commence à parler de l'actualité géopolitique et le pays Syrie vient dans la conversation, on peut comprendre qu'il y ait une activation intempestive. C'était pas ça. Semble-t-il, de ce qu'a pu voir Envoyé spécial, de copies d'écran qu'on a pu voir, c'est beaucoup plus massif. Je précise d'ailleurs qu'Apple n'est pas le seul inquiété avec ces questions. Hein. On va y revenir. Et Google est aussi visé par une même plainte dans le même tribunal de Californie. Et Alexa Amazon a dû faire un accord pour ces enceintes. Se pose la question quand même vous voyez, du nombre d'informations que nous donnons à travers ces éléments, qu'on ne mesure pas, on ne fait pas forcément attention, et pour lequel on peut quand même nourrir une inquiétude. Mais on comprend bien qu'avec 3-4 conversations, l'affiliation partisane, on peut la redeviner, pour le coup. Il suffit de dire, de s'engueuler sur tel ou tel second tour d'élection, et on peut deviner, on peut comprendre quelle est l'affiliation partisane de la personne qui parle.
Donc, ces données sont extrêmement sensibles. Voilà. Et donc, voilà pourquoi nous demandons une indemnisation. Parmi les conversations enregistrées, potentiellement, et des gens ont parlé de leur santé, de leur sexualité, de leurs convictions religieuses. Des conversations d'enfants ont pu être enregistrées, analysées, utilisées pour entraîner un assistant vocal. Mais dire que ça n'est rien, je pense que c'est passé à côté du sujet. Qu'est-ce que vous avez comme preuve? Est-ce que c'est à vous de prouver qu'Apple a enfreint un certain nombre de règlements français ou européens? Et est-ce que vous avez la possibilité matérielle de démontrer qu'il y a eu effectivement matière à ce dépôt de plainte? Le droit de la preuve est un grand délice. Alors, c'est à Apple de démontrer qu'il n'est pour rien, absolument rien, dans ce qui est fait des données. Et donc là, tout l'enjeu va être de savoir quelle partie de l'iceberg représentait ces transcriptions ou ces retranscriptions involontaires. Pourquoi étaient-elles confiées à un tiers? Était-ce rigoureusement nécessaire? Est-ce que c'était prudent? Vous voyez, on va pouvoir un peu rentrer dans ce détail, dans cette granularité, et savoir qui a été enregistré et pourquoi. Mais je précise que quand on nous dit attention, c'est pas du profilage publicitaire et ça n'est que entraîner l'assistant vocal, je précise qu'il y a quelques années, il y avait un démenti catégorique sur le fait que c'était utilisé pour enregistrer l'assistant vocal. Et puis finalement, devant l'évidence, la firme a dû le reconnaître. Donc on est un peu au début de l'affaire. On est un peu au début de l'affaire, même si ça prend du temps. Concrètement, au niveau des plaignants en France, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et qui sont ceux qui rejoignent cette action collective? Alors nous, on n'a pas encore des chiffres consolidés. On a démarré hier, tout juste, à peine plus de 24 heures. On est sur plusieurs milliers de plaignants qui ont rempli un dossier. Déjà? Oui, déjà, ouais, c'est intéressant. À peine 24 heures. En à peine 24 heures, plusieurs milliers. Donc on n'a pas vraiment pu encore. Donc on travaille avec deux cabinets, le mien et celui de Evan Odon et Olivia Roche, cabinet Faust. On attend que, entre guillemets, la vague s'estompe pour pouvoir rentrer un peu dans les statistiques. Mais donc on a plusieurs milliers de personnes qui ont initié. Ça me semble énorme déjà en à peine 24 heures. Il y a 4 millions d'usagers d'Apple. Et ce chiffre de 4 millions me semble un peu sous-estimé. D'où vous le tenez? J'ai vu passer ça justement dans les cadres de l'enquête concernant la Ligue des droits de l'homme. Je ne sais pas si ma question a un sens, mais est-ce qu'il y a un portrait robot des premiers plaignants qui se joignent à votre action? Est-ce que ce sont plutôt des opposants à Apple, peut-être qui voient là une occasion de montrer leur opposition à l'esprit ou à la politique d'une marque, ou est-ce que ce sont plutôt des clients fidèles qui, sur ce coup-là, s'estiment floués? J'ai vraiment le sentiment que c'est plutôt des clients fidèles. Quand je regarde donc les statistiques, on n'a pas encore tout à fait arrêté, puisque donc on a plusieurs milliers de personnes qui ont finalisé le dossier, où il faut produire une pièce d'identité et un justificatif d'achat. De ce que je vois, donc il y a une majorité d'hommes, ce qui peut ne pas surprendre. Une majorité aussi de gens qui ont plusieurs appareils. 95% des gens qui remplissent ont un iPhone. Voilà. Mais une grande partie ont aussi un autre appareil type iPad ou MacBook. Et parmi les motifs qui ont poussé à l'achat, la première des raisons, c'est, comment appeler ça? C'est la compatibilité entre écosystèmes. Non, justement, je pensais que ce serait la confiance. Mais vous voyez, c'est l'écosystème Apple, vous voyez. Et donc, si c'est l'écosystème, puis après la qualité, la confiance, comme vous dites, c'est qu'a priori, c'est plutôt des clients fidèles. Voilà. Et une autre question qu'on a posée, c'est quand vous avez appris qu'il y avait potentiellement ces écoutes, que Apple proposait un dédommagement aux États-Unis, c'est les termes de tromperie et de déception qui sont devant. Très très loin devant, je m'en doutais, par exemple. On a mis aussi, mais qui est beaucoup plus bas. Qui est autour de 15%, je crois. Ouais. Donc ça plaide pour, vous voyez, oui,
pas le fan absolu, mais en tout cas des gens qui sont vraiment habitués, consommateurs de longue date, s'ils ont plusieurs appareils, et confiants. Bon, vous l'avez dit, aux États-Unis, pour l'instant, c'est 20 $ par appareil. Est-ce que vous considérez que c'est un montant ridicule? Est-ce que ce serait un montant ridicule en France aussi? Ah oui. Qu'est-ce qui serait juste? Ce qui serait juste, ce qui sera juste, c'est ce qui sera décidé par le juge, évidemment. Mais non, c'est sûr que 20 $ par appareil, jusqu'à 5 appareils, c'est très faible vu les prix des produits dont on parle. Et puis vu les manquements RGPD. Alors là, évidemment, comme c'est plusieurs litiges, enfin beaucoup de milliers de litiges individuels, la difficulté est tout autre. Voilà pourquoi il est fort probable qu'il n'y ait pas de médiation et qu'on aille au civil et que le juge, vraisemblablement, fasse des typologies de plaignants. La personne seule, c'est différent de s'il y avait des enfants dans l'entourage. Vous voyez, le pompier, le gendarme, le militaire, des métiers plus sensibles que en fait, je sais pas, il y a beaucoup de métiers très sensibles. Vous voyez, même un salarié en crèche, c'est un métier sensible du fait, voilà, un instituteur, ça sera très sensible aussi. La personne qui l'utilisait pour les SMS ou la personne qui l'utilisait pour des applications de santé, le running, surveiller son poids, etc. Donc on suggérera en tout cas une quasi personnalisation du préjudice, peut-être avec quelques grandes typologies pour les personnes qui ont plusieurs téléphones, qui l'utilisaient plutôt pour le boulot, etc. Donc à voir comment le juge perçoit la chose. Et donc, je reprends ma question sur l'indemnisation qui serait satisfaisante pour vous. Est-ce que ce serait le remboursement du prix de l'appareil? Est-ce que ce serait plus, moins? On est parti avec cette demande, oui. Le cabinet Faos, qui est pour le coup spécialisé question données personnelles, propriété intellectuelle, RGPD, est parti avec cette demande. C'est évidemment au juge d'apprécier, mais ça fait écho à la plainte pour tromperie que la LDH a déposée. Et dans ces cas-là, c'est le remboursement qui prévaut. C'est-à-dire qu'on vous vend un produit avec des qualités, des garanties. Les consommateurs Apple acceptent un premium, on peut se le dire, pour justement cet écosystème, le côté pratique, le design, la qualité, la sécurité, la protection des données. Ça fait partie du package qu'on attribue plus volontiers à Apple qu'à Huawei. Et donc, s'il y a tromperie, alors c'est pas le terme consacré, mais s'il y a déception à cet égard, la demande légitime, c'est le remboursement. À la fin, le juge tranchera. Bon, les journées ne font que 24 heures. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment de vous tromper de cible? Est-ce que le vrai danger n'est pas plutôt du côté de TikTok que vous avez cité, voire de Meta ou d'Amazon? Vous avez absolument raison. Bon, il y a nos enjeux à nous, perso. Une indemnisation selon tête trébuchante, mais c'est un vrai contentieux stratégique. Derrière le cas de Nicolas, de Thibault ou d'Émilie, il y a comment ces multinationales font de nos données un outil de profit, de contrôle, si on parle de TikTok, d'influence en tout cas. Si on parle de souveraineté numérique, est-ce que c'est en abandonnant toutes les règles qu'on va espérer que des entreprises européennes prospèrent, ou est-ce que c'est au contraire en mettant plus et à tout le monde qu'on va pouvoir réguler cette jungle, ce Far West qui est en train de prendre le pas? Vous voyez, c'est deux stratégies très différentes. Quel est le calendrier? Combien de temps ça va prendre? On a une phase de collecte des dossiers et d'analyse jusqu'à début juin. On espère faire partie de la mise en demeure la fin mai, début juin. Laisser un mois à Apple pour réagir ou non. Et déposer les premières assignations fin juin, début juillet. À partir de là, le timing ne nous appartient plus trop. En août, on aura, j'espère, la réponse californienne à la proposition de deal faite par Apple. Et ça nous donnera un bon point. Et pendant ce temps-là, évidemment, la question de l'enquête
déclenché par la Ligue des droits de l'homme pourra avoir aussi un impact, puisque Thomas Le Boniec, le lanceur d'alerte, est désormais protégé en tant que lanceur d'alerte grâce à cette procédure. C'est une bonne chose. Et il pourra éventuellement produire en justice des preuves de ce qu'il avance. Pour l'instant, il les a gardées parce qu'il prenait de grands risques et désormais, il pourra, dans le cadre de cette procédure, présenter ses affirmations et les défendre. On va préciser que vous avez créé un site à l'adresse écoutesabusives avec 2s.fr. Sur ce site, on trouve un formulaire assez simple à remplir qui permet de se joindre. On n'a pas besoin de prouver qu'on a été écouté. Il faut juste se signaler. Non, on a voulu faire assez simple. Il faut évidemment prouver d'une manière ou d'une autre qu'on existe, donc avec une pièce d'identité, et qu'on a été ou on est possesseur d'un appareil Apple, donc un justificatif d'achat ou toute autre possibilité. Et à partir de là, on construit en quelques questions une sorte de profil pour pouvoir personnaliser le préjudice. Est-ce qu'il y a des enfants, pas des enfants? Quel type de métier, plutôt sensible, plutôt pas sensible? Quel type d'utilisation? Normalement, ça nous permet de présenter au juge la personnalisation de votre préjudice. Une dernière question, Julien Bayou, sur on va dire la forme que vous essayez de donner à cette action en regroupant le maximum de personnes concernées. Est-ce que vous êtes à l'aise avec l'idée que vous contribuez peut-être à une forme d'américanisation de la société française? C'est assez compliqué de vous répondre non en tant qu'avocat, mais moi, je crois beaucoup au droit, en vérité, pour faire avancer des causes. Donc non, en tant qu'avocat, c'est sûr que là, j'ai plutôt l'impression de mener un combat politique au sens vraiment très large et j'espère noble, certainement pas partisan, mais pour la vie privée et le respect des règles, pour discipliner, entre guillemets, les différentes multinationales, dont Apple, mais d'autres, que de contribuer à encombrer les tribunaux. Ouais. Eh bien, bon courage, Julien Bayou. Merci à vous pour cet échange. Dans ce marathon qui commence pour vous face à Apple. Et merci beaucoup d'avoir été l'une de mes voix de la tech cette semaine. À bientôt. Merci encore. Merci à vous. Merci à mes deux voix de la tech cette semaine, Cédric Voisin, Doctolib et Julien Bayou. Si vous en voulez encore, la version intégrale des voix de la tech vous attend sur Apple Podcast avec ces deux interviews en totalité. Merci à chacun de vous pour votre fidélité au podcast. Je vous donne déjà rendez-vous vendredi prochain. Nous serons le 23 mai et ce sera l'épisode 40. Ça claque. D'ici là, aidez-moi à faire connaître les voix de la tech. Vous le savez, liker c'est bien, mais partager ou republier sur les réseaux, ça change tout. Et donc, à vous de jouer sur Blue Sky, X, Instagram, Facebook et LinkedIn. Encore merci pour votre soutien et à vendredi prochain.